Salut à tous, vous êtes dans l'Air du son, l'émission qui parle de l'audio, qui se parle tous les 15 jours. Le son, le podcast, la fiction, toute l'actu de l'audio parlé avec l'Air du son. Aujourd'hui, c'est la première, l'épisode 1, c'est un petit peu le début d'une histoire entre vous et moi. Et justement, on s'intéresse aux histoires, celles qui dévorent, du conduit auditif jusqu'au cœur, en passant par nos souvenirs et nos maxillaires. La fiction audio, vaste sujet qui sera impossible à tenir en 30 minutes, je préfère vous prévenir. Mais nous, on va surtout parler d'espace, le temps d'un voyage, de créatures atroces qui veulent se reproduire dans notre œsophage, mais aussi d'appels au secours et de crimes sans visage. D'abord, je vous présente mes deux invités pour cette première, les deux premiers, mes pionniers en quelque sorte. Bonjour Constance Tipoula. Bonjour. Vous êtes la directrice d'Audible France. Audible, c'est un fournisseur de contenu d'audio parlé et de divertissement sonore, une plateforme internet qui appartient depuis 2008 au géant Amazon. Comment ça marche ? Les clients d'Audible payent un abonnement, 9,95 €, je crois, c'est ça, pour avoir accès à un contenu par mois dans tout le catalogue de livres audio, de conférences, pièces de théâtre et podcasts, etc., etc. Et puis je pense qu'on peut le dire, soyons honnêtes, Audible, c'est aussi le coproducteur avec Binge Audio de cette émission, donc c'est un petit peu grâce à vous qu'on existe et que je suis là aussi. Vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'Alien, la sortie des profondeurs, la dernière création originale Audible. Merci d'être avec nous. Je vous remercie de mon côté. Voici maintenant mon deuxième invité, mon deuxième pionnier, n'est-ce pas ? Bonjour Timothée Hochet. Bonjour. Vous êtes web cinéaste, découvert en 2011 sur YouTube. Vous avez travaillé quelque temps avec le studio Bagel, mais surtout vous avez réalisé en octobre 2016 Calls. Alors Calls, c'est un court-métrage audio en libre accès sur YouTube qui est à plus de 420 000 vues, je crois, c'est ça ? Oui, c'est ça. Écoute, du coup, et que nous, on a adoré ici, chez Binge Audio. En tout cas, aujourd'hui, vous écrivez une série pour Canal+, en lien avec Calls. On en parle tout à l'heure. Merci beaucoup aussi d'être avec nous. Merci. En fin d'émission, ce sera un rendez-vous. On retrouve Salomé Kiner qui nous recommandera une lecture, enfin, plutôt une écoute. Salomé, c'est notre critique, c'est son truc à elle. Elle critique. Allez, c'est l'Air du son. Pour bien commencer cette émission, déjà, on peut se demander ce que c'est que la fiction audio. Comment tu définirais la fiction... Oui, je tutoie en fait, je préfère. Comment tu définirais la fiction audio, Timothée, avec tes propres mots ? Pour moi, la fiction audio, c'est une sorte de... C'est entre le livre et le film, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce côté imaginaire du livre où tu peux t'imaginer toi-même ce qui se passe et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail sur le son et qui permet à l'auditeur de s'imaginer vraiment ce qui se passe et en fait ça dépend des fictions. Il y a les fictions, c'est très subtil, il y a les fictions, c'est beaucoup plus on vous dit ce qui se passe et voilà. Et du coup il y a vraiment ce côté expérience en plus qui pour moi je trouve est très intéressant et apporte quelque chose en plus du livre et du film aussi. C'est vraiment quelque chose d'unique, quoi. Alors, donc une expérience, un mélange entre le livre et le film. Mais si on reprend la base de la base, une fiction audio, c'est un texte écrit, lu par un comédien et enregistré. Moi, personnellement, quand on me dit fiction audio, je pense tout de suite à la saga MP3. La saga MP3, c'est une histoire qui prend souvent place dans un univers un peu imaginaire, une histoire déclinée sur plusieurs épisodes au format MP3. Pour moi, la saga la plus emblématique, celle qui me vient en tête direct, c'est le donjon de Nullbuck. J'aimerais bien rentrer dans le donjon, j'ai froid. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il a faim. Mais on a mangé il y a 2 heures. C'est vraiment un ventre, cet ogre. Bon, l'ogre peut toujours manger un sandwich avant d'entrer, mais qu'il se dépêche. Zog zog, Akita. Au fait, quel est le but de notre mission ? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfer. Une statuette ? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon, ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie ? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pas grave, c'est toujours bien une prophétie. Ça dépend, des fois ça parle de détruire le monde. On entre. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a terminé son sandwich. Voilà, donc c'était Le Donjon de Nullbuck, une longue série en 3 saisons qui s'étale de 2001 à 2013. Ça raconte les aventures d'une troupe d'aventuriers, un nain, un ranger, un barbare, un elfe
une magicienne et un ogre qui doivent initialement se rendre dans le donjon de Nullbuck pour récupérer une statuette. Et en fait, il leur arrive beaucoup de problèmes et ils font aussi beaucoup de conneries. Donc c'est très drôle. Le donjon de Nullbuck, ça a été créé par un Français, John Lang, ou Pen of Chaos, pour les gens qui s'habillent en noir, qui fait la voix de quasiment tous les personnages principaux du donjon de Nullbuck. Moi, je me souviens, à l'époque, j'écoutais ça sur CD-ROM. Non, c'est un vrai souvenir d'enfance pour moi. Et surtout, le Donjon de Nullbuck, c'est vraiment la série MP3 la plus connue. Elle a toujours été en libre accès. Elle a engendré des livres, des BD, des jeux et même un groupe de musique. Après, à la même époque, on a aussi eu Reflet d'acide, Les Aventuriers du Survivor, etc., etc. Timothée, je suis sûre que ça t'évoque des trucs. Ouais, ça évoque une bonne partie de mon adolescence. Vers 13-14 ans, où avec les potes, on écoutait ça constamment en boucle et on se faisait les personnages et c'est devenu mythique, quoi. Il y a eu une sorte de vague où il y avait en effet Reflet d'acide, Donjon de Nullbuck, même François Pérusse, Les 2 minutes du peuple, où il y avait tous ces programmes qui ont vraiment un peu forgé notre humour avec mes amis et tout ça. Et donc, ça rappelle beaucoup de bons souvenirs. Beaucoup de bons souvenirs. Et donc, sur un site de référence en la matière, parce que la saga MP3, c'est un monde énorme, en fait. Netophonix, le site de référence, c'est un peu une sorte de Wikipédia de la saga MP3. Il comptabilise en tout 934 sagas MP3. Donc, des sagas sortent tous les jours. Et il y a de tout, tous les styles, en saga, en épisodes uniques, des histoires d'horreur, d'espace, de créatures fantastiques. Tous les créateurs sont des amateurs, souvent des geeks. Le 10 juin, il y aura même un festival à Paris de la saga MP3 et du podcast, organisé par l'Association des étudiants en informatique de Paris 6. Ça s'appelle MP3 at Paris, c'est la 2e édition. Et c'est l'occasion de rencontrer des créateurs comme le studio TJP qui crée des capsules de science-fiction sonore, à l'origine entre autres de la saga intitulée Le Vaisseau, une série sortie fin 2016 en 6 épisodes de 10 minutes. Une histoire d'horreur dans l'espace d'une qualité impressionnante. Voici un extrait du début de l'épisode 4. Les vannes sont parties. Déclenche ta mèche carbonique. À qui m'entendrait? À qui voudrait m'entendre? Je suis un peu occupé ici. Un court-circuit, une surchauffe, je ne sais pas. J'aurais jamais dû la redémarrer sans réparer le système de refroidissement. Je peux mourir, calme-moi. Je quitte la salle. Constance Cipoula, le succès de ces sagas, est-ce que ça ne veut pas dire quelque part qu'on a besoin aujourd'hui qu'on nous raconte des histoires ? De cette expérience réconfortante, tu veux dire? Oui, je crois que oui. Donc, on voit ça chez nos clients qui, justement, aiment beaucoup, apprécient beaucoup, justement, le fait de se faire narrer une histoire. Je crois que ça renvoie à cette expérience très particulière de l'écoute, qui est une expérience esthétique particulière aussi. C'est-à-dire, l'écoute nous permet de nous rapprocher d'une autre manière au sujet qui parle, à l'action. C'est une expérience qui est très intimiste. C'est très enrichissant et je crois que grâce à la digitalisation, on revient à ce plaisir. À ce plaisir, donc, des histoires, des livres aussi, d'une certaine manière. Parce que la fiction, par exemple, chez Radio France, ça vient des lettres. La littérature, c'était vraiment à la source de toute leur fiction. Aujourd'hui, on est plus quand même sur un besoin de réalité, sur un espèce de temps réel. C'est Thomas Baumgartner, l'actuel rédacteur en chef de Radio Nova, qui m'a sorti cette expression pour me parler de la nouvelle fiction, justement, le temps réel. Il a créé, lui, en 2015, pour La Nuit Blanche à Paris, et avec France Culture, une application qui s'appelle Sur les bancs. Le concept, c'est de la fiction sonore en réalité augmentée, donc avec un son 3D, un son qu'on arrive à situer dans l'espace. C'est hyper impressionnant. On se rend en fait sur le banc indiqué sur la carte de l'application, on s'assoit là et on écoute une histoire. Et ce qui est dingue, c'est que la performance du son fait qu'on a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui nous effleure à côté de nous, qui nous raconte une histoire dans le creux de notre oreille. Cette application, elle vient d'être lancée à Metz, en Moselle, le 7 avril. Donc chez Radio France, pour la fiction, on sent une vraie envie de se moderniser, de se renouveler, de dépasser ce qui historiquement fait partie des murs. France Culture diffuse quand même 7 heures de fiction par semaine, encore aujourd'hui. C'est un quart de son budget qui va dans la fiction. Ils sont le premier employeur de comédiens en France. C'est de la fiction historique, en fait. Aujourd'hui, France Culture, en plus de faire des micro-fictions, adapte des œuvres aussi bien plus modernes, comme Millennium en 2015 ou en fin 2016, la pièce de théâtre Le Néther de Jennifer Ailey, une fiction sur des mondes un peu virtuels.
La maison de la radio a aussi lancé un cinéma sonore, des écoutes de fiction dans une salle obscure avec du son en réalité augmentée, pareil, ce que je vous disais tout à l'heure, le son 3D, un son qui s'appelle binaural, c'est-à-dire que l'auditeur parvient vraiment à situer chaque son et à le placer dans un espace en 3 dimensions. Par exemple, là, si j'écoute, si j'entends un son qui vient de derrière moi, je parviens à dire si ce son vient plutôt de la droite, s'il se rapproche de moi, etc. Donc par exemple, avec cet extrait de l'émission Autant en emporte l'histoire de Stéphanie Duncan sur France Inter, cette émission, comme d'autres, elle utilise la fiction pour appuyer son récit, en l'occurrence un récit historique. L'extrait porte sur la comédie française pendant la Révolution, alors je vous conseille le casque, c'est plus facile pour se rendre compte du truc. Un soir d'octobre 1793, dans une auberge, Joseph explique à Quentin qu'il est temps pour leur théâtre, ou pour ce qu'il en reste, de se saborder. Tout est plus grave que je l'imaginais, Quentin. Depuis l'exécution du roi, les écluses lâchent l'une après l'autre. Qui t'a prévenu? On m'a envoyé des bouteilles de champagne. Encore? Dans la caisse se trouvait un billet qui disait simplement « Fuyez ». Je ne sais pas s'il s'agit de notre ange gardien, mais celui qui prend soin de nous me paraît de bons conseils. Je vois. J'ai demandé son avis à l'amourette par l'intermédiaire d'un indicateur complaisant. Il m'a aussitôt prévenu qu'ici, à Rennes, on nous interdira de jouer, même si nous reprenons Charles IX, la pièce qui était à la mode en 89 à Paris. Nous sommes suspects, Quentin. Ce qui veut dire qu'il est urgent de mettre la clé sous la porte. En tout cas, le podcast a révolutionné l'écoute de la fiction. Désormais, on peut y avoir vraiment accès partout, tout le temps. En chiffres, on a 700 000 téléchargements mensuels pour les fictions chez France Culture, tout format confondu. Et en ligne, on a plus de 40% d'écoute, ce qui est proportionnel avec la progression de tous les podcasts. Constance, qu'est-ce que tu penses du succès grandissant du podcast? Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire des gens, de manière générale? Des gens. Je dirais que ça nous parle d'abord de cette innovation digitale qui permet aux gens d'écouter n'importe où, n'importe quand, depuis leur smartphone, et qui les invite à redécouvrir ce plaisir d'écouter une histoire. Et puis, je crois en effet que ça renforce le développement mutuel de la demande et de l'offre, c'est-à-dire que d'un côté, on a les gens qui découvrent le smartphone en tant que source de contenu de l'audio parlé. Et d'autre côté, vous avez les créateurs audio qui, justement, découvrent la liberté maximale qui leur donne la consommation sur demande. C'est-à-dire justement parce que les programmes ne doivent plus rentrer dans une structure programmaire radio. Ça donne la liberté de choisir le format, de choisir des sujets, de choisir la durée. On peut prendre une durée minimale, comme par exemple pour Cold, ou maximale. Et donc, ça nous permet à tous de vraiment de voir un peu ce qui est possible dans la fiction audio. Est-ce que ça veut dire qu'on a vraiment tout le temps besoin d'écouter? On n'arrive plus à être dans le silence aujourd'hui, en fait. L'écoute vous permet déjà de fermer les yeux. Donc, on sait que les gens sont aussi un peu fatigués de cette surcharge visuelle qui nous entoure, c'est-à-dire les écrans partout, la vie sociale se passe sur un écran aujourd'hui, etc. Donc, l'écoute seule peut aussi vous permettre de vous déconnecter et de vous concentrer sur vous-même, sur votre imagination, sur votre esprit. En tout cas, aujourd'hui, on a vraiment un renouveau de la fiction, que ce soit au niveau technique qu'au niveau du récit. La raison d'être, c'est toujours de faire rêver, comme vous le disiez, d'agiter l'imaginaire, mais avec le plus de réel possible. J'ai interrogé Sylvain Gir la semaine dernière, c'est le directeur d'Arte Radio. Arte Radio, c'est un peu les précurseurs du podcast en France. Ils existent depuis 2002 et ils ont complètement renversé le format de la fiction. Voici ce que Sylvain Gir dit de la fiction moderne. Alors, une fiction moderne, il ne faut pas que ça sonne comme une fiction radio. Il y a des gens qui font de la fiction aux États-Unis qui s'appellent The Truth, justement, la vérité, tu vois déjà l'ironie. Et c'est des fictions qui sont faites à base d'improvisation. Il n'y a pas de texte écrit, ce sont des comédiens, c'est des improvisateurs. Et ils travaillent énormément, ils improvisent. Quand il y a un truc intéressant, ils se disent on va travailler là-dessus. Donc là, c'est comme finalement si on arrivait à un texte écrit élaboré, puisque ça serait un peu comme des musiciens qui improvisent. Et tout d'un coup, ils disent tiens, là cette grille d'accords, elle est sympa, on va la refaire. Le problème de la fiction radio, c'est très difficile, la fiction. C'est beaucoup plus difficile que le documentaire. Et c'est vrai que ça sonne bizarrement, ça sonnait vieillot. Nous, ce qu'on voulait éviter, c'était qui est là? Entrez. Ça, c'était vraiment la purge. La fiction de studio, avec le son du studio,
où les gens lisent plutôt que de jouer ou de parler. Tu vois, on entend presque les pages qui se tournent. Le premier principe à Arte Radio, ça a été de sortir du studio, avoir du vrai son. Et puis, on prenait beaucoup de temps avec les comédiens. Donc, ils lisaient leurs textes toute la journée. Et à la fin de la journée, on leur disait, bon, maintenant, vous savez le texte par cœur. Posez les papiers, enlevez vos feuilles. Même si vous vous trompez sur un mot, c'est pas grave. On préfère que ça soit vivant et, entre guillemets, naturel, plutôt que de respecter le texte. Donc chez Arte Radio, la fiction, ça représente à peu près 295 sons de leur répertoire. Fin 2016, ils ont diffusé De guerre en fils, une histoire qui repose sur des éléments de documentaire. L'auteur François Perrache, après avoir échappé de justesse aux attentats du 13 novembre 2015 à Paris, fait une enquête sur la mort de son grand-père, Georges Perrache, un policier assassiné par le FLN algérien à Paris en 1961. Je vous encourage vraiment à écouter cette fiction. L'enquête est passionnante, pleine de rebondissements, mais surtout c'est très drôle et très humain. La moyenne chez Arte Radio, c'est à peu près 2 fictions par an. En 2007, ils sortent Le Bocal, qui parle du monde du travail dans des épisodes de 2 à 3 minutes. L'auteur et héroïne comparent son boss à un calamar, ni plus ni moins. Et c'est vraiment fou parce que à la fin de la saison 2, le dénouement devient un espèce de jour d'après où le calamar se déchaîne, toute la ville finit inondée, espèce de contre-coup de la colère de la créature. Cette fiction, elle a reçu le prix Europa en 2008. Tout est fait à base de bruitage, de musique, de petits dialogues très courts et très furtifs, ce qui fait qu'on ne sait jamais vraiment si on est dans le songe ou si c'est la suite de l'histoire. Timothée, est-ce que tu penses qu'une fiction audio, c'est plus des dialogues ou plus du son ? Je pense que c'est un bon équilibre entre les deux. Moi, je ne suis pas fan des fictions audio qui, par exemple, commencent avec Marie rentre dans son appartement et voit son chat assis sur son canapé. Je préfère quand Parce que la vie de Marie ne t'intéresse pas. Bien sûr qu'elle m'intéresse, mais j'aimerais plus entendre la porte qui s'ouvre et le chat qui miaule. Finalement, si on décrit tout, il n'y a plus vraiment de place pour l'imaginaire du spectateur. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment laisser le spectateur faire son image, faire sa mise en scène en quelque sorte dans sa tête. Et c'est pour ça, et en même temps, il faut des dialogues aussi, parce que si y a juste du bruit, bon, on comprend rien. Et c'était ça aussi qui était assez dans Calls, sur lequel il fallait jouer, parce que je voulais absolument pas de ce côté très narratif. Je voulais vraiment une sorte de found footage audio. Et du coup, il fallait tout de même décrire un peu ce qui se passait et sans trop donner. C'est quoi le found footage ? Plus connu, c'est Paranormal Activity, par exemple. C'est des enregistrements retrouvés et donc qui sont diffusés comme tels sans, entre guillemets, montage ou quoi que ce soit. C'est des rushs directement qui sortent tout droit du dictaphone ou du téléphone ou de la caméra pour les longs métrages ou les films. Pour moi, c'est vraiment ce mélange où il ne faut pas trop donner et en même temps, il faut donner un peu d'indices pour qu'on se fasse sa propre interprétation de ce qui se passe. Le directeur d'Arte Radio me disait aussi que ce qui compte dans la fiction audio, c'est non seulement l'écriture, mais aussi l'adresse, comment on s'adresse à quelqu'un. Est-ce que c'est pas dur de toucher les gens au plus profond d'eux par la parole uniquement, Constance ? Est-ce que c'est la même chose avec un livre audio, par exemple ? Je crois que oui. Donc le livre audio, le narrateur aussi rapproche l'auditeur des sujets qu'il interprète ou de l'action qui se passe dans son récit. Et je reviens à ce fait que je crois que l'intelligence auditive fonctionne autrement que l'intelligence visuelle, par exemple. Donc, il nous manque un peu la distance. Je crois que c'est plus facile de s'identifier avec un sujet par l'écoute, parce que c'est justement la vue qui nous empêche d'adapter, de nous identifier, etc. Je crois aussi, on voit par exemple dans les podcasts, pas fictionnels, mais non fictionnels de Slate, qui racontent des histoires très, très intimes. Transfert, c'est ça ? Exactement. Comment se produit cet effet ? On suit la logique du sujet qui parle et donc on s'immerge complètement dans son univers. Et puis, on est même surpris que ce sujet des mêmes faits, quoi. C'est très intéressant, je trouve. Bon, allez, je pense que c'est le moment de faire un petit saut dans l'espace. La suite de cette émission va parler d'histoires qui font peur, je préfère vous prévenir. Mais bon, allez, faisons-nous peur. Nom de Dieu. Regarde-moi tout ça. Tu vois dans quelle direction vont les traces ? La baie vitrée est cassée. Quelqu'un a dû y aller à l'injecteur pour la casser. Non. Regarde. Ça a fondu. S'ils ont du sang acide, on peut penser qu'ils ont été touchés. Pas très loin de la baie. Tu penses qu'ils ont tous été aspirés ? Non. Il y a au moins un survivant. Ils ont fermé.
T'as accès au quai central? Attends. Ok, voilà. Comment est la pression là-bas? Ouais, tout va bien. Regarde ça, tout à gauche. Ne me dis pas que... c'est une tête? Oh merde! Garcia! Merde. Y a quelqu'un d'autre? Non. Personne d'autre. Donc, on peut penser qu'un nombre indéterminé de survivants humains ou non se dirige vers nous. Tant que c'est pas un monstre. Je n'entends rien du tout avec ce bruit de fond. C'est pas un vaisseau de croisière. Et avec la dépressurisation, c'est encore pire. Stop! Qu'est-ce qu'il y a? Par là. Ça a bougé, non? Alien, la sortie des profondeurs, la première création originale d'Audible. Donc c'est une expérience immersive en 10 épisodes de chacun environ 30 minutes. L'histoire suit celle du premier film, Alien le 8e passager, sorti en 1979, réalisé par Ridley Scott, et précède le deuxième film, Alien le retour, sorti en 1986. Ici, on est vraiment sur une fiction audio d'un nouveau genre. Le texte n'est pas lu, il y a une vraie mise en scène. C'est quasiment du cinéma en fait, mais audio. Voilà, le texte est basé sur un roman de Tim Lebon, publié en 2014. Cette création originale, créée au Royaume-Uni par Dirk Maggs, réalisateur radio de la BBC, est enrichie par de vrais sons issus des films. Et en France, la voix de Tanya Torrance, qui double Sigourney Weaver, l'actrice qui joue l'héroïne d'Alien, Ellen Ripley. Constance Stipula, vous êtes la directrice d'Audible. Quel est le but recherché par Audible avec la création de ce nouveau style de fiction audio ? C'est déjà de développer la catégorie de l'audio parlé, de pousser plus loin les capacités de notre média, de ne rester pas penché à 100% sur le texte, donc le livre audio, mais de aussi permettre soit une mise en scène d'un texte existant, donc comme c'est le cas dans ce projet. Je ne crois pas que c'est une bonne idée d'effacer le texte. Je crois toujours un texte donne une structure à un contenu, et si on veut faire de la très très bonne fiction, je crois que c'est nécessaire. C'est dans la même logique que les acteurs jouent sur un script quand ils tournent un film. Je ne crois pas que c'est pas notre but de ne plus travailler avec des textes écrits. Par contre, la mise en scène, c'est-à-dire le jeu de l'acteur, ça devient de plus en plus important. Et donc là, pour Alien, par exemple, on a travaillé avec un studio parisien qui s'appelle Nouvellcast et qui est spécialiste dans le doublage. Donc, ça se passe pas comme pour les livres audio. Le livre audio, vous devez vous imaginer une cabine, il y a une pupitre et devant un narrateur qui lit et interprète l'histoire en même temps. Normalement, il est assis. C'est un détail assez important. Par contre, dans ce studio mise en scène, doublage de Nouvellcast, les acteurs sont debout, ils jouent avec leur corps en même temps qu'ils parlent, et ça se ressent, je trouve. Donc, par exemple, dans Alien, vous avez Ellen Bizo qui interprète Sneden, c'est un ingénieur. Et elle, justement, à la fin, elle a un embryo dans son ventre et on écoute cet embryo. C'est très, donc, elle s'ouvre vraiment corporellement, c'est très bien joué. Oui, parce que donc pour un petit résumé très rapide, du coup, Alien, la sortie des profondeurs, sans spoiler, ça raconte un nouvel épisode de la lutte entre des humains confinés contre une créature impitoyable qu'on a vu du coup dans le film, avec le retour d'Ellen Ripley, la dernière survivante du Nostromo, le vaisseau du premier film, qui a dérivé dans l'espace pendant 37 ans avant d'être retrouvé par l'équipage de Chris Hooper, le héros de Alien, la sortie des profondeurs. Vous parliez de textes écrits. Comment est-ce qu'on passe d'un livre à un script pour jouer, en fait? Comment ça se passe au niveau de l'écriture? Voilà, donc pour cette création, justement, ce qu'a fait Dirk Maggs, le fameux producteur de la BBC, il a réécrit le texte, c'est-à-dire il a traduit déjà beaucoup d'actions qui est décrit en dialogue. Puis il a effacé des passages qui sont purement descriptifs, et pour l'ambiance qui est normalement qui se passe aussi à travers les descriptions, il a mis des ambiances sonores. Donc c'est un défi assez important, je dirais, de faire cette traduction. Il faut une auteure, un metteur en scène qui est très expériencé, du coup. La science-fiction, c'est vraiment un sujet qui est très prisé pour l'audio. Est-ce que c'est un choix qui est vraiment calculé pour vous d'avoir commencé par ça? Je crois en effet que c'est plutôt le choix des créateurs.
que le choix du public, c'est une hypothèse. Donc, je crois que pour nous, le choix de ce contenu, pour être à 100% honnête, c'est aussi un choix d'une marque. Donc, si on veut faire connaître cette catégorie en France, on a recours à une marque qui est très connue, qui a une voix aussi, la voix de Tanya Torrance, qui est très connue en France parce qu'elle l'interprète de Ellen Ripley depuis 30 ans. Et voilà, donc ça s'explique plutôt comme ça. Et puis la science-fiction, c'est un genre qui en audio payant n'existe pas trop. On n'a pas trop de choix dans notre catalogue en ce moment. Par contre, nous croyons que vu la grande tradition française aussi par rapport au genre fantastique, c'est à nous de aussi développer le catalogue. Mais c'est risqué d'avoir choisi Alien déjà parce qu'en audio, c'est quand même compliqué à adapter dans le sens où c'est des créatures qui sont tellement effrayantes qu'on a besoin de les voir d'une certaine manière. Moi, j'avais pas vu le film Alien en écoutant la première fois. Donc j'ai écouté une première fois Alien sans l'avoir vu. J'ai rien compris. J'ai regardé le film et du coup, j'ai mieux compris forcément. Du coup, est-ce que c'est un risque que vous avez choisi de prendre ? Vous n'y avez pas pensé ? Comment ça s'est passé ? Non, on s'adresse très clairement à la clientèle qui a déjà vu les deux films. Dans ce projet spécifique, on n'a pas fait un grand effort d'expliquer la bête. Ce qui peut se très bien faire dans d'autres productions, mais dans ce cas, puisque Alien est normalement une catégorie culturelle très connue, il fallait pas faire l'effort. Donc tout le monde a tout de suite ces images des films dans la tête. En chiffres, ça coûte combien de réaliser une fiction comme Alien ? Combien de comédiens ? Combien d'auteurs ? Voilà, dans ce cas, on a travaillé avec un studio qui a plusieurs ingénieurs du son, etc. Il y a un réalisateur, c'est Dirk Max. Et puis, on a fait une cast de 14 acteurs et actrices. Les coûts, c'est très cher. Je vous dis ça. Donc, régulièrement, pour les programmes audio, ça commence par 500 € par heure finale, c'est-à-dire par heure qui est écoutée à la fin. Et ça peut monter à plusieurs mille € par heure enregistrée. Quelle est la principale difficulté quand on réalise un épisode de science-fiction comme ça ? Je crois là, c'est vraiment le bruitage, parce que science-fiction, par définition, c'est quelque chose qui se définit très visuellement. Donc, vous avez les grands vaisseaux, vous avez l'espace, les étoiles, etc. Et donc, nous, avec ce son, ce base de son presque continu, qui est assez sombre, qui est assez métallique, on a essayé de reconstruire cette ambiance. Audible, en termes de chiffres, c'est un catalogue donc, de près de 200 000 livres audio, dont plus de 5 000 sont disponibles en français. Pourquoi vous avez voulu sortir du livre audio ? Pour pousser encore plus loin les expériences qu'on offre à nos clients. Je crois qu'on est vraiment au début. On travaille en ce moment sur un format qui va être encore plus avancé, c'est-à-dire on est en train de programmer avec un auteur français une série contemporaine qui va jouer à Paris. Donc ça va être écrit pour l'audio. Et là, par exemple, on envisage de faire des enregistrements en situ, c'est-à-dire on ne va pas monter des bruitages artificiellement dans un studio, mais on veut vraiment avoir le temps réel, le temps moderne. Et comment on fait pour faire ça, du coup ? On va, par exemple, s'il y a une scène dans un café, on va enregistrer dans le café. Donc, il y a les bruits. C'est un défi. Voilà, on est très curieux si on va réussir. Donc en tout cas, c'est vraiment très immersif, à tel point que parfois il y a des moments où on laisse vraiment l'auditeur tout imaginer. On a des bruits, un cri, on a un « attention !» Et concrètement, on ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce que c'est voulu aussi un peu ce mystère dans la narration, on va dire ? C'est l'espace qu'on laisse à l'imagination de l'auditeur. C'est-à-dire, là, comme j'ai dit avant, donc pour Alien, c'est assez prédéfini par les films. Donc, l'imagination ne va pas flotter complètement librement. Par contre, pour d'autres contenus, oui, c'est voulu. C'est voulu justement parce que vous mettez des visages comme vous voulez, vous imaginez un paysage comme vous le désirez. Oui, ça vous donne de l'espace, de la liberté. Et est-ce que pour vous, pour terminer, tout est adaptable en fiction, en audio ? Très bonne question. Probablement non.
Il me manque un peu la perspective pour vous donner les exceptions. Je crois à la fin, ce qu'il faut, c'est une auteure qui est douée pour l'écriture audio. Et puis, il faut une mise en scène parfaite. Donc, vraiment faire attention au son, ne vouloir pas remplacer des actions par du son uniquement, mais vraiment aussi écrire pour que le son fait du sens, quoi, pour stimuler l'intelligence auditive des auditeurs. Alien, la sortie des profondeurs, disponible sur Audible, du coup, audible.fr. Le mois d'essai est offert sur Audible, donc vous pouvez écouter les 10 épisodes d'Alien entièrement gratuitement, c'est ça ? C'est ça, oui. Merci beaucoup, Constance Sipoula. Non, je t'entends mal. Ouais, je t'ai perdu. Lucie ? Il y a quelqu'un dans mon jardin. T'as vu quelqu'un dans ton jardin ? Ouais, je passais par le salon et j'ai vu une silhouette. Je me suis cassée direct. Il est toujours là ? Je sais pas. Il faisait quoi ? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir. Appelle les flics. Tu crois ? Oui, appelle les flics, il faut mieux être sûr. Ok, ouais, je les appelle. Je te tiens au courant. Alors ? Attends Laura, je te rappelle, elle a appelé les flics là. Oh, mais pourquoi elle a appelé les flics ? Parce qu'il y a quelqu'un dans son jardin apparemment, je sais pas. Mais comment ça ? Je sais pas Laura, je sais pas, ok ? 911, what's your emergency? Yeah, hello. I think there is someone in my garden. What is your location, please? I live at 5 Ferry Street. Is the intruder still on the premises? I don't know. Can you check, ma'am? Yeah, wait a minute. He's still here. Okay. Oh, God, he was big. Okay, stay in the house. Oh, God. Ma'am, lock yourself in a safe room. What is the intruder doing now? He's looking at me. Okay. Okay, stay clear of him. He may be dangerous. Keep talking to me. Stay with me, ma'am. This is not human. Alors ça, c'est calls, des appels en français, hein, c'est important de traduire, des appels qui sont au centre de ton court-métrage audio, Timothée Hochet, une fiction que tu as réalisée avec Norman Cooper, basée, donc on l'a entendu, sur des appels téléphoniques. Calls s'écoute sur YouTube, l'image apporte des sous-titres et les noms des personnages qui s'illuminent quand ils parlent. C'est un peu une sorte de phare dans la nuit. Quand on lance la vidéo, il y a un petit message qui encourage à mettre son casque et à se laisser porter par cette expérience auditive. C'est quoi une expérience auditive ? C'est la première fois que je faisais ça et c'était sur ma chaîne YouTube où il y avait 90 000 abonnés à l'époque de Calls dessus et du coup ils n'avaient jamais vu un contenu comme ça, en tout cas une fiction audio comme celle-ci et du coup il fallait quelque chose qui leur dise que c'est une sorte de c'est quelque chose à vivre et du coup ce concept d'expérience auditive c'est vraiment venu à la dernière minute. Moi à la base ce que je voulais faire c'était un court-métrage sans images et ensuite proposer aux internautes de faire des images. Alors je me suis dit bon déjà c'est galère, ils vont jamais prendre le temps de faire ça et ça va être très compliqué mais du coup j'ai commencé à imaginer des histoires où ils pourraient vraiment refaire toutes les images par-dessus. Et donc vraiment, c'était on donne tout le son et vous faites l'image, voir ce que vous imaginez. Et du coup, j'ai un peu laissé l'idée de côté. Et donc, je suis revenu avec ces idées d'appel, en fait. L'idée d'appel, c'était vraiment... je me baladais sur YouTube et sur Internet. Et il y a des vrais appels comme ça qu'on peut retrouver... c'est souvent aux États-Unis. Il y avait aussi, il y a beaucoup sur YouTube des appels 911, ouais, juste où des personnes appellent parce qu'ils pensent qu'il y a quelqu'un qui va rentrer chez eux ou qui sont en train de se faire agresser, où il y a plein de situations différentes. De base, j'aime beaucoup l'horreur. Et donc, il y avait ce côté appel où je me suis dit, on peut faire passer beaucoup de choses à travers juste des appels. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Du coup, j'ai commencé à écrire une mini-série d'épisodes de 2-3 minutes, des sortes de contes d'horreur à travers des appels téléphoniques. Et donc, j'ai peut-être écrit 6-7 épisodes. Et donc, au final, je me suis dit, autant rassembler toutes les bonnes idées que j'ai pu trouver dans un seul truc et de créer une histoire autour de ça. Comment ça a été réalisé en termes d'écriture ? Comment tu as fait pour écrire de manière aussi réaliste ? Il fallait dire, mais pas trop. Et du coup, pour moi, c'était un premier exercice à ce niveau-là, parce que du coup, j'avais jamais fait d'audio. Et donc, il fallait vraiment s'en sortir sans le visuel et sans montrer quoi que ce soit. Et donc, au niveau de l'écriture, c'était déjà voulu le côté très crade des appels. Il y a même parfois dans le scénario où c'est écrit « Tom dit quelque chose d'inaudible ».
Et c'était voulu en fait ce côté où c'est pas grave si on comprend pas tout. L'essentiel c'est ce qu'on ressent. J'ai pensé avant tout à l'histoire. Vu que c'était un found footage, il fallait faire comprendre qui parlait, quand, à quel moment, est-ce qu'il y avait des ellipses, quand est-ce qu'on se retrouvait dans le temps. Du coup, il fallait forcément que tout se passe dans une sorte de... du coup, tout était en fait construit pour que ça aille de plus en plus vite et qu'on atteigne le climax à la fin assez naturellement en fait. Comment on travaille le son pour avoir ce rendu-là? Comment tu as fait pour enregistrer? Bah ça, c'était avec du coup le co-réalisateur, qui est un peu le réalisateur technique de Coles, Norman Cooper. On a beaucoup discuté sur comment rendre ça réaliste, justement, comment faire en sorte que ça sonne pas studio, que ça sonne pas... Et du coup, je commençais à lui parler, je lui disais, est-ce qu'il faut qu'on ramène tous les acteurs dans une pièce, qu'on se mette autour d'une table et qu'ils fassent tous leurs textes, tous en même temps et tout ça. En fait, non, il m'a juste dit, bah non, prends un téléphone et puis t'enregistres et puis tu leur demandes d'enregistrer. Et du coup, on a commencé à faire ça juste pour des castings. Et en recevant les fichiers, on s'est rendu compte qu'en fait, la qualité était dégueulasse et du coup, parfaite pour Coles. Donc en fait, on n'a pas du tout enregistré en studio. Il y a même des acteurs dont je ne connais même pas le visage. Du coup, ça jouait aussi sur moi parce que j'imaginais vraiment une personne imaginaire derrière la voix. Et du coup, il y avait ce côté où tout s'est fait par mail. En fait, il n'y a personne qui est venu travailler directement avec nous et tous les retours, je les faisais par mail au niveau des intentions de la direction d'acteurs. Et l'essentiel, c'était avant tout le réalisme. Et donc, ils avaient du dialogue, mais ils pouvaient aussi improviser, mais pas trop, parce que le truc, c'est que aucun acteur ne réagissait l'un face à l'autre. Et donc, il n'y avait pas vraiment d'interaction réelle entre les personnages. Il fallait les créer au montage. Et du coup, forcément, ils n'avaient pas une liberté maximale, parce qu'il fallait forcément laisser la réplique de l'autre et imaginer ce que disait l'autre. Donc, on avait des rushs sons d'une personne qui parle toute seule pendant 5 minutes et on a essayé de faire avec pour rendre ça le plus réaliste possible, quoi. Et il n'y a pas un moment où l'image manque? J'avais, à un moment donné, pensé à mettre une image juste à la fin d'une terre en feu ou quelque chose comme ça. Et en fait, j'en ai parlé à des amis et tout le monde m'a dit non, il faut justement... C'est ça qui est intéressant, c'est l'interprétation. Et du coup, on ne sait pas ce qui se passe vraiment à la fin. Est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'il y a une suite? C'est libre à chacun de savoir ce qui se passe. Et donc, je pense que c'était la bonne chose à faire, de vraiment rien mettre. Mais toi, tu l'as imaginé à la fin? Ouais. T'en as une en tête? Ouais, mais oui, en fait, mais je pense que même si moi j'en ai une en tête, c'est pas la vraie. En fait, la vraie, c'est celle que tu imagines toi. Et du coup, il n'y a pas vraiment de vraie réponse derrière. Et donc, je sais qu'il y en a certaines personnes qui ont été frustrées de ne pas savoir ce qui s'était passé, de ne pas avoir assez d'indices et tout ça. Mais il y a certaines personnes aussi qui échangeaient énormément dans les commentaires. Et je pense que c'est ça aussi qui a bien fonctionné, parce qu'il y a plus de 6000 commentaires sur la vidéo. Et du coup, c'est que des personnes qui exposent leur théorie, qui disent... qui pense à des choses que même moi j'ai même pas pensé, mais jamais j'aurais pensé à ça tellement c'est intéressant et tout ça. Et du coup je me dis ok, bon, parfois une œuvre ça dépasse totalement. Moi j'ai plus du tout le contrôle sur Coles et maintenant c'est quelque chose qui appartient vraiment aux internautes et ils font ce qu'ils veulent de ça, quoi. C'est pour ça que tu l'as mis sur YouTube, c'est pour avoir cette possibilité de commentaires et de réactions? Avec Norman, on faisait ça peut-être 2 à 3 fois par mois, un soir, quand on était dispo. Et du coup, on l'a mis sur YouTube sans aucune prétention et vraiment dans ce but d'expérience où les gens peuvent participer et peuvent théoriser sur le truc. Et on a reçu même beaucoup de fan art et beaucoup de dessins de personnes qui avaient imaginé qui avaient... voilà. Et oui, bien sûr, le côté réaction était un énorme point... pour Coles, et je voulais pas que ça soit sur une plateforme où les gens peuvent pas réagir, où c'était le but, quoi, de faire parler les gens. Mais alors le gros paradoxe, c'est que la série Coles du coup fait l'objet d'une adaptation en série par Canal+. Maintenant, c'est ce sur quoi tu es en train de travailler en ce moment. C'est pour 10 épisodes, c'est ça? Et comment c'est possible ça, une fiction audio pour la télévision? Moi, je m'interroge un peu sur ça. Bah nous aussi, on s'interroge, mais en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on doit faire. On ne sait pas ce qu'on fait.
Non, mais en fait, ce qui est très intéressant, du coup, c'est que en effet, Coles est sorti, et donc c'est Lorenzo Benedetti, le producteur du studio Bagel, qui a vu Coles à travers des partages sur Facebook et tout ça, qui en a parlé à Ariel Saraco, qui appréciait apparemment le concept, et donc qui a bien voulu me donner une chance pour adapter Coles en série. Moi, je pensais, ok, donc en série, donc ça veut dire quoi ? Il va y avoir des images parce que c'est Canal. Et en fait, non, ils veulent vraiment garder ce concept de rien, donc de noir, sur un écran, et peut-être des sous-titres et juste peut-être un peu de visuel très abstrait, mais garder l'essentiel sur l'audio, quoi. On ne sait pas encore exactement où ça va aller. Est-ce que ça va être à l'antenne ? Est-ce que ça va être sur des plateformes qui sont à côté, qui sont produites par Canal ? Et donc, c'est 10 épisodes de 10 minutes qui ont vraiment un rapport direct avec le Coles sur YouTube. Donc Coles en libre accès sur YouTube et bientôt sur Canal+, du coup. Oui, bientôt. Et merci beaucoup Timothée Hochet. On en parlait au début de cette émission, la fiction audio, c'est surtout une histoire qu'on nous murmure au creux de l'oreille, à nous, rien qu'à nous. Le son crée une vraie intimité entre lui et l'auditeur, un peu comme quand on lit un livre en fait. Lire un livre, ce serait un moment privilégié juste entre un auteur, des mots et nous. Et détrompez-vous, c'est pas aussi simple. Salomé Kinert en a fait l'expérience, je crois. Et non, c'est pas simple du tout, Andréane. Alors, je sais pas toi, mais moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de lecture honteuse. Un lecteur qui lit, quoi qu'il lise, pour moi, c'est toujours un lecteur. Et puis, dimanche dernier, alors je suis allée déjeuner chez mon père, n'est-ce pas ? Et je suis tombée sur un livre recouvert d'un beau papier peint fleuri, exactement le même papier peint, en fait, que celui des toilettes. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ma belle Doge s'est mise à la littérature érotique ? Est-ce qu'elle s'émoustille discrètement dans le RER qui l'emmène au travail ? Alors j'ai délicatement soulevé la première de couve et là, horreur, panique, effroi, je découvre que ma belle-mère lit Éric Zemmour et c'est déjà un sacré choc, mais qu'en plus, elle n'assume pas de lire Éric Zemmour. C'est donc là, debout dans le vestibule de la maison Kaufmann-Broad de mon père, que je me dis, ok, donc il existe bien, en dehors des 11 000 verges d'Apollinaire, des lectures inavouables ou tout au moins gênantes. La gêne, Andréane, c'est exactement ce qui m'a toujours retenu d'acheter Le charme discret de l'intestin. Attends, il s'est quand même vendu à plus de 2 millions d'exemplaires ce livre, donc tout le monde n'a pas l'air super gêné. Non, exactement, plus d'1,5 million d'exemplaires écoulés rien qu'en Allemagne, 1 bon million en France, et bien sûr le livre est traduit dans une 30aine de langues. À ce stade, aucun doute, c'est même ce qu'on appelle un best-seller. Ce succès, alors personne ne l'attendait, surtout pas son auteur. L'histoire du livre, elle est même étonnante. Julia Enders, son auteur, est étudiante en médecine. Elle a 22 ans quand elle participe à un concours d'éloquence scientifique à Berlin. Je vous propose d'écouter un petit extrait de sa performance. Bin ich total auf dem Darmrohr hängen geblieben. Es fing alles mal mit dem Anus an und es ist mein großes Faszinationsgebiet. Alors cette vidéo, elle fait aujourd'hui 950 000 vues sur YouTube, c'est pas mal. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'elle raconte dans cet extrait, la Julia. Ce qu'on vient d'écouter, c'est donc une charmante petite blonde sur une scène qui raconte comment, dans ses repas de famille, elle explique qu'elle se passionne pour le tube digestif et plus particulièrement pour l'anus. Comme vous avez pu l'entendre, le public adore ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a gardé son humour et sa légèreté quand elle a transformé sa performance en livre. Mon colocataire est entré dans la cuisine en demandant « Dis-moi, Julia, toi qui fais médecine, comment est-ce qu'on fait pour bien chier ?» J'irai pas citer ses propos en introduction de mes mémoires, mais cette phrase a quand même eu sur moi l'effet d'une bombe. Je suis allée dans ma chambre, je me suis assise par terre et j'ai commencé des recherches dans 3 ouvrages différents. En trouvant la réponse, je suis tombée des nues. Car cette activité si banale, si routinière, était en réalité bien plus raffinée et impressionnante que je ne l'avais jamais imaginée. Alors évidemment, elle va développer toutes ces magnifiques techniques sur un chapitre et ça c'est super, c'est passionnant. Mais moi j'ai quand même quelques principes et je me voyais mal installée en terrasse avec mon Kama Sutra des positions fécales. Je me voyais pas non plus recycler le papier peint des toilettes pour emballer les secrets d'un caca réussi. Alors bon, je dois être honnête, on ne parle pas que de ça dans ce livre, loin de là. On y parle aussi d'œsophage, d'estomac, de salive, d'amygdale, de protéines. Finalement, le charme discret de l'intestin, c'est
c'est une sorte de visite guidée dans les dédales de notre tube digestif, parce qu'en plus des problèmes de surpoids ou d'allergie, nos organes digestifs agissent directement sur notre morale, sur nos performances intellectuelles et sur notre bien-être en général. Il y a même des conseils assez précieux sur l'alimentation. Voilà un point qui pourrait également intéresser les mangeurs de salade soucieux de leur ligne. La plupart des sauces salades vendues en supermarché ou servies dans les restaurants contiennent du sirop de fructose-glucose. Des études ont pu démontrer que ce sirop inhibait certains messagers chimiques chargés de la satiété, comme la leptine, y compris chez les personnes ne souffrant pas d'une malabsorption du fructose. Pour le même nombre de calories, une salade simplement assaisonnée d'huile et de vinaigre ou d'une sauce maison au yaourt tient donc bien mieux au ventre. Alors voilà pour les secrets de la vinaigrette, c'est passionnant. Tu le savais, Andréane ? Mais alors là, mais pas du tout. Eh ben, je suis très heureuse de te l'apprendre. Je suis aussi très heureuse que cet ouvrage existe en livre audio, lu par la comédienne Jessica Monceau. Je ne l'aurais peut-être pas dévoré dans sa version papier. Moi, j'aime bien prendre soin de moi, mais de là à me farcir des bouquins entiers, bof. Grâce au livre audio, j'ai pu l'écouter dans les transports. Ça collait bien avec le thème du voyage gastrique. J'ai aussi pu l'écouter en cuisinant. Alors, pas tous les chapitres, évidemment, mais les histoires de gluten, par exemple, c'était parfait. Et j'ai même pu l'écouter à la salle de sport. Sur mon tapis de course, les graisses saturées, ça me parlait bien. Alors, le livre dure 8h22. J'ai calculé, j'aurais couru environ 83 km à la fin du livre. C'est à peu près 120 fois la longueur de mon intestin et l'équivalent de 2 marathons, soit environ 5000 calories brûlées, c'est pas mal. À moins évidemment que je n'accélère de temps en temps la vitesse de lecture, parce que Jessica Monceau, elle a beau être la voix française d'Ellen Page dans Juno, que j'adore. Quand elle parle de mes entrailles, je la trouve parfois un peu trop didactique. Vous savez, cette voix qu'on utilise pour parler de caca aux enfants, justement, en articulant bien, comme ça. Voilà. Et si on a envie d'entendre parler d'autre chose que d'entrailles, vous avez d'autres petites recommandations rapides ? Oui, justement. Donc, je vous parlais de l'interprétation un peu didactique de Jessica Monceau. S'il y a bien un écueil qui ne menace pas du tout Fabrice Lucchini, c'est bien celui-ci, surtout lorsqu'il s'empare de Roland Barthes. Le premier à la verbe, le second à l'esprit. Si vous ne connaissez pas les fragments d'un discours amoureux, et même si vous les connaissez déjà, foncez sur cette version audio. Le printemps arrive, c'est la saison des infidélités, de l'angoisse à l'étreinte en passant par la jalousie. Apprenez à décortiquer les dessous du langage amoureux. Et là, accrochez-vous parce que je vais passer du coq à l'âne, 2 ambiances de dance floor. Je vais finir comme j'ai commencé, c'est-à-dire en poésie. Je ne sais pas si les aventures de la famille Motordus ont fait partie de votre enfance, Andréane. Pour moi, c'est un vrai plaisir régressif, surtout quand c'est Pef, l'auteur donc, qui se charge de la lecture. Alors oui, on range d'habitude la famille Motordus dans les rayonnages jeunesse, mais la jeunesse, ça s'entretient. Il suffit d'aimer un tout petit peu les mots pour se laisser prendre au jeu. C'est plus digeste que l'intestin, plus léger qu'un chagrin d'amour, c'est délicieux. Merci Salomé. Et bien sûr, vous pouvez retrouver ces livres audio sur audible.fr et toutes les références des œuvres citées dans l'émission dans les crédits. C'est la fin de cette émission, c'est passé si vite, je suis désolée, j'ai fait ce que j'ai pu pour retarder, mais à un moment donné, il faut dire stop. Merci beaucoup à Constance Stipoula d'audible.fr. Merci de mon côté. Et merci aussi Timothée Auchet, réalisateur du court-métrage audio Calls. Merci beaucoup. L'air du son, c'était la première. Vous pouvez réécouter cette émission à l'infini sur toutes les plateformes de podcast, iTunes, Audible, SoundCloud et toutes les autres. N'hésitez pas à nous envoyer plein de petits mots gentils, méchants, moi je prends tout. Et surtout de noter et de commenter ce podcast. L'air du son, c'est un podcast coproduit par Binge Audio et Audible, disponible tous les 15 jours. Pour la deuxième, on parlera de sexe et d'audio. Trop hâte. Bonne semaine et à la prochaine.